Salam alaikum, Az-Zulflaoun. Bonsoir. La commémoration du 28e anniversaire de l'assassinat de Mohamed Boudiaf s'est déroulée dans une terrible banalisation. 28 ans après sa mort, le défunt Mohamed Boudiaf, de son nom de guerre, Tayyib El-Watani, continue à hanter la mémoire du pays. Non seulement celle de ses compagnons de lutte, ses amis, ceux qui l'ont sollicité à venir au pays après des décennies d'exil avant qu'il ne finisse assassiné à Annaba le 29 juin 1992 par Boumarafi, selon la version officielle, mais aussi celle des potaches. L'évocation de Boudiaf continue à provoquer une espèce de gêne, comme pour perpétuer un voile opaque sur un homme dont le sacrifice est légendaire, dans un pays qui a fait de la culture de l'amnésie une stratégie de gouvernance. Il est pour le moins remarquable que les Algériens s'interrogent sur certains pans de l'histoire, mais surtout sur les circonstances de l'assassinat de Mohamed Boudiaf et les raisons de son élimination. La commission Bouchaïb, du nom de son président chargé de l'enquête sur cet assassinat, avait émis 2 rapports contradictoires. Le premier évoquait la thèse du complot, le second la théorie de l'acte isolé, théorie confirmée par la justice qui a condamné le 3 juin 1995 à la peine capitale Boumarafi. Un jugement refuté par la famille Boudiaf. La Cour suprême a confirmé la sentence. Les anomalies dans l'enquête et le déroulement des faits de ce 29 juin 1992 n'ont pas pesé devant la machine judiciaire. Les officiers de la sécurité présidentielle ont été arrêtés pour grave négligence avant d'être relaxés sans explication. Depuis, certains ont même été promus à des grades supérieurs. 28 ans après, nous ne connaissons toujours pas la vérité. Les assassinats politiques, l'une des armes que le régime a su valoriser dans les moments décisifs de son existence. Un retour en arrière mérite réflexion pour la suite à donner aux événements que vit l'Algérie. En ces débuts du XXIe siècle, le pays est arrivé à un carrefour de vérité que la majorité du peuple réclame à travers une révolution éveillée, tranquille et pacifique. Le peuple algérien aspire à vivre une vie normale dans son pays, où la garantie de ses droits et de ses libertés lui sont octroyées. Le mouvement de revendication entamé depuis plus d'une année ne vise pas à la destruction des institutions du pays, ni à celle de ses constances et de ses valeurs, ni à une condamnation de personne, mais à une amélioration du fonctionnement digne d'un État moderne, où la justice prime avant tout. Le système de gouvernance imposé de longue date ne convient plus aux générations montantes, ouvertes sur le monde, ni aux institutions de l'État devenues obsolètes. On ne peut plus gérer ce pays avec une épée de Damoclès sur la tête et une main de fer policière, ni avec des idéologies informelles, opaques, qui transcendent chaque citoyen. Ce pays que les Algériens aiment tant en train de glisser entre leurs mains sans savoir quoi en faire. Tout va de travers et dans l'anarchie la plus totale depuis plus de 60 ans. Pourquoi autant de haine, de mépris, de trahison, de tricherie, d'amertume et d'incertitude? Le pouvoir qui a pris les rênes du pays depuis l'indépendance s'est imposé au peuple brutalement, comme un justicier sanguinaire et non comme un bâtissier, un assembleur, un sauveur. La revendication d'un droit ou d'une des libertés individuelles n'ont pas eu leur raison et leur sens dans ce système soi-disant socialiste qui se prononce pour le peuple et par le peuple dans une république démocratique et populaire. Chaque révolution fait face à une contre-révolution, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. La contre-révolution du régime algérien tire à bout portant sur toute idée d'union pour anéantir l'élan populaire et démoraliser les militants du mouvement. Les esprits engagés doivent être vigilants
en s'armant de patience et de clairvoyance pour ne jamais céder à la manipulation à grande échelle, en continuant à faire bloc efficacement, quelles que soient les tendances politiques des hirakistes. Il est nécessaire d'avancer avec écoute et tolérance de toutes les divergences idéologiques en se donnant la main dans la main face aux attaques contre-révolutionnaires. Le devoir des hommes et des femmes dignes de cette lutte juste est d'avoir les yeux ouverts et de garder en tête pour ne jamais oublier tout blessé, réprimé, détenu d'opinion et politique. Le Hirak algérien ouvre ses bras avec générosité à tous les citoyens, quels qu'ils soient, pour avancer jusqu'au bout dans le même sens, qui ont pour objectif de faire partir le régime. Avec plaisir, donc, dans cette émission, le titre de notre émission ce soir, Boudiaf, 28 ans après son assassinat, où va l'Algérie? C'est le titre de notre émission et j'ai le plaisir pour en parler avec moi dans cette émission, Adel Djebbar, qui est avec nous depuis le Canada, analyste politique via Skype. Adel Djebbar, marhaba bik et bonsoir. Merci Nasser, bonjour à vous, merci pour l'invitation, salutations pour tous vos invités. Et puis surtout pour notre peuple. Merci Adel. On aura aussi le plaisir d'avoir Hassan Mouali, journaliste depuis Alger. Je ne sais pas si Hassan Mouali est avec nous. Hassan Mouali, bonsoir. Non, il n'est pas avec nous, on me dit. Mohamed Khandaq, qui est cadre du RCD depuis Alger aussi. Mohamed Khandaq, bonsoir. Marhaba bik. On n'a pas Mohamed Khandaq. On aura aussi Mohamed Iwanouran, donc qui est journaliste aussi, depuis Alger. Adel Djebbar, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'être avec nous, c'est Adel. Si on revient un peu donc face à cette commémoration de l'assassinat de Boudiaf Rabbi Yarhamou 28 ans après, lui qui a écrit le livre, le fameux livre intitulé donc Où va l'Algérie? Comment peut-on expliquer la situation 28 ans après son assassinat, Saad? Marham Boudiaf, alayhi rahmatullah, sa question reste posée. Il a écrit cet ouvrage avec un titre prémonitoire, Où va l'Algérie? Personne ne sait aujourd'hui dans quelle direction s'en va malheureusement notre pays, vu l'état de décomposition dans lequel il se trouve. Je vais vous faire une révélation ici devant les téléspectateurs algériens. J'étais l'un des spectateurs qui a vu l'assassinat en direct du président Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou, quand il est venu inaugurer la maison des jeunes à Annaba le 29 juin 1992, et il a été lâchement assassiné avec une rafale de Beretta dans le crâne. Adel Djebbar, juste pour vous reprendre, vous avez dit que vous étiez dans cette salle en 1992, quand Boudiaf a été assassiné. Exactement, 11h29, donc c'est devenu pour moi un rituel. Chaque 29 juin, 11h29, je garde une minute de silence à la mémoire de Mohamed Boudiaf. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc, vous étiez témoin, vous avez Visuel, vu, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui a été donc votre sentiment quand vous avez vu ça? Bien sûr, des millions d'Algériens ont vu ça devant leur télévision, mais vous l'avez vécu. Vous étiez dans cette salle. C'est ce que nous avions vu était tellement rapide, tellement effroyable. Et puis, dans un moment aussi atroce comme ça, quand on voit un président ou un être humain tout court se faire liquider en direct, c'est quelque chose d'affreux. Donc, on n'a pas le temps de réagir. On est sujet à l'émotion. Et puis, c'est une véritable débandade, parce que ça tirait de partout. Puis, tout le monde essaye de se protéger en se mettant sous les sièges, et puis 10-15 minutes après, il n'y avait plus de crépitement d'armes automatiques. Ça s'était calmé, mais nous étions tous retenus dans cette maison pendant pratiquement 2h30, 3 heures, jusqu'à l'arrivée du général-major Nezares, le criminel.
et Lamari, Smaïl Lamari aussi, qui était venu, puis ils ont commencé à libérer les gens tout doucement. Mais je peux vous faire un témoignage. Le président Boudiaf est mort sur le coup. On lui a fracassé le crâne. Son cerveau a été dépiécé. Donc, que les gens nous racontent des histoires, il était survivant, etc., ce n'est pas vrai. Il était mort sur le coup, avec la tête sur la table, et son beau-frère Amin, qui était, je pense, son secrétaire particulier, a enlevé sa veste et il lui a couvert la tête. Il était mort sur place. Il n'a eu aucune chance. Et son dernier mot était, il avait parlé bien sûr. Son dernier mot était Fatouna Bil'ilm. Et il est mort sur ça, le pauvre. Oui. Très bien. Adel Jabbar, c'est très émouvant ce que vous êtes en train de dire. Donc, vous étiez dans cette salle le 29 juin 92. On va essayer de voir. Je pense qu'on a une vidéo de ce qui s'est passé pendant l'assassinat de Boudiaf. On me dit que la vidéo n'est pas prête, mais on va aller à Hassan Wali qui nous a rejoint, journaliste. Hassan Wali, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Nassar, merci à tous et merci à vos téléspectateurs. Merci Hassan. Hassan, si on revient donc 28 ans après l'assassinat de Boudiaf, beaucoup de questions se posent encore bien sûr sur la vérité de cet assassinat et bien sûr pourquoi il a été assassiné, des questions qui restent sans réponse. Hassan Wali, et surtout la fameuse question, si on peut faire le parallèle par rapport à ce qui se passe en Algérie maintenant, 28 ans après. Écoute, je pense que la question au-delà des questions sur l'assassin ou les assassins et les commanditaires de l'assassinat de Boudiaf, je pense que la question la plus importante, c'est celle qu'il a lui-même posée dans son fameux livre Où va l'Algérie. Donc, plus que jamais, malheureusement, 28 ans plus tard, on se pose toujours cette question, où va l'Algérie? On ne sait pas trop encore. Il y a une année, avec le déclenchement de la révolution du 22 février 2019, donc on se disait qu'apparemment, maintenant, on sait où on va. On va exterminer le système une bonne fois pour toutes et jeter les bases d'une Algérie libre et heureuse telle qu'elle a été rêvée et envisagée par nos valeureux martyrs comme Boudiaf, Ahmed et tous ceux qui ont fait la glorieuse révolution de novembre 1954. Et malheureusement, donc une année et demie plus tard, on voit que c'est une impasse politique encore une fois, c'est une répression qui s'abat sur les manifestants. On a l'impression qu'on revient à l'ancien régime, parce que le système c'est le même, mais à l'ancien régime de Bouteflika. Donc je dirais tout simplement que la question est d'une brûlante actualité. Où va l'Algérie? Tout le monde se pose la question, à part ceux qui nous gouvernent peut-être, mais nous, on se pose la question, on se pose la question avec inquiétude. On ne sait pas trop de quoi sera fait demain. On souhaite que notre pays retrouve enfin la paix, soit apaisé une bonne fois pour toutes après toutes les épreuves terribles qu'il a pu vivre bien malgré lui. On souhaite que les esprits se rassérénent. Malheureusement, apparemment, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et donc, la question demeure lancinante juste à présent. Maintenant, par rapport à l'assassinat de Boudiaf, moi personnellement, c'est l'un des souvenirs les plus horribles que je garderai jusqu'à ma mort. Je me souviens, j'étais étudiant à Alger en 1992, et quand j'ai vu le journal Horizon qui sortait le soir, en une comme ça, on a tué le président. C'était terrible. Après, je découvre la fameuse vidéo. Je me dis, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on puisse assassiner un président, il n'était pas président de la République, mais chef de l'État quand même, en direct à la télévision? C'est terrible. C'est terrible. Comment est-ce possible? Et un président, il est censé être très bien protégé. Et finalement, on l'a tué. Mais après, bien sûr, dans le tourbillon des événements des années 90, tout était possible, tous les coups étaient permis, et je pense que depuis ce coup-là, à ce jour,
l'Algérie n'a pas encore retrouvé la voie du salut. Elle n'a pas encore pensé cette blessure, malgré la décennie noire, malgré les 200 000 morts, malheureusement, combien des milliards de dollars qui ont été dilapidés, des usines qui ont fermé, des milliers de travailleurs licenciés. On a bougé ce pays. On a bougé aussi ce pays et on attend toujours la fameuse une réponse qui viendrait donc répondre à la question de où va l'Algérie. On ne sait pas encore trop. C'est dommage de le dire 28 ans plus tard parce que le sacrifice suprême d'un vieil homme comme Mohamed Boudiaf qui nous a libérés au même titre que tous les dirigeants de notre révolution. C'est malheureux qu'il soit tué d'abord et c'est malheureux qu'il soit tué dans le dos. Dans le dos. Un homme qui vivait très bien chez lui, là où il était à Kélitra, au Maroc. On le fait venir en Algérie finalement pour le flinguer. C'est vraiment terrible. C'est un terrible sort pour lui et naturellement pour l'Algérie parce qu'il allait ouvrir des dossiers. Il allait s'attaquer à ce qu'il appelait lui-même la mafia politico-financière. Il faut croire que la mafia politico-financière est assez puissante pour faire ce qu'elle voulait faire. En se débarrassant donc de Boudiaf et voilà malheureusement donc notre pays qui ne bouge pas encore. Notre pays qui ne bouge pas encore, bien sûr, beaucoup de questions restent à poser, Hassan Mouali. Quand on essaie de comparer, bien sûr, la situation que vit notre pays actuellement, et quand on voit on nous parle d'une nouvelle Algérie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle Algérie En fait, nouvelle Algérie, j'aimerais bien croire qu'il y a cet Algérien qui ne rêve pas d'une nouvelle Algérie, d'une autre Algérie où tout le monde peut trouver sa place dans le respect, dans la dignité. On est tous frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Mais dire que proclamer comme ça une nouvelle Algérie sans qu'il y ait du contenu, c'est un contenant sans contenu. Ça ne sert à rien, ça ne trompe plus personne. Les Algériens, justement, ont fini, à force d'être patients avec le système depuis 62, ils ont fini par ne plus croire en rien du tout. Ils sont devenus presque nihilistes. C'est pour ça qu'on voit des gens qui, même en plein corona, ils sortent dehors, manifester et tout, et ils se disent que si on rate ce virage du 22 février, c'est foutu pour nous définitivement. Donc c'est le régime, c'est le système qui a fait que les Algériens ne croient plus à rien. Et puis, quand vous proclamez une nouvelle Algérie, il faut quand même prendre des mesures et des décisions qui vont donner de l'espoir, qui vont convaincre tant que faire se peut les réticents, les irréductibles, que les choses sont en train de changer dans le bon sens. Je suis convaincu que si Abdelmadjid Tebboune, abstraction faite de la manière dont il a été élu, entre guillemets, s'il avait pris les bonnes décisions, je suis sûr qu'il va y avoir une amorce d'un compromis politique. Et maintenant, quand vous observez la poursuite des arrestations, l'emprisonnement des détenus d'opinion, des hommes politiques comme Kerim Tabou, Boumela et des journalistes, Drazni, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas parce que même quand on compare à l'époque de Bouteflika, c'était terrible au plan économique et même politique. Il y avait quand même une glaciation, mais quand même les médias plus ou moins étaient libres. Moi, je me souviens, j'intervenais dans des chaînes de télévision privées offshore à dos, mais je disais à peu près tout ce que je voulais, dans le respect bien sûr, mais on critiquait les décisions du gouvernement, y compris celle de Bouteflika à l'époque, mais on ne nous emmenait pas en prison. Mais quand on arrive à jeter en tôle des gens pour avoir fait un petit post sur Facebook, ça fait craindre le pire. Je suis désolé de le dire. C'est pas comme ça qu'on construit un État fort. Très bien, restez avec nous. Il doit être juste. Restez avec nous, Hassan Mouali. On a été rejoint par Mohamed Iwanouran, qui est journaliste aussi depuis Alger. Mohamed Iwanouran, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir.
Bonsoir. Mohamed Iwanouran, si on revient un peu donc sur l'assassinat de Boudiaf et bien sûr beaucoup d'observateurs de l'Algérie parlent que les assassinats politiques ont été un outil de ce régime, surtout dans des moments décisifs pour sa survie, et que Boudiaf avait l'intention d'ouvrir plusieurs dossiers de corruption et de s'attaquer à la mafia politico. Comment vous voyez les choses 28 ans après? Bon, 28 ans après, on pourra dire que ce Mohamed Boudiaf. Bon, en Algérie, nous avons toujours eu un pouvoir de façade et un pouvoir réel. Et donc, Mohamed Boudiaf, c'était ce président qui voulait exercer des pouvoirs réels. Il a remis en cause, en une période très courte, en quelques mois, au pouvoir, il a remis en cause pratiquement les fondements du système. Nous connaissons tous les idées de Mohamed Boudiaf. Aujourd'hui, Facebook et YouTube nous permettent de revoir un petit peu ses idées, les idées qu'il défendait. Il avait une autre vision de l'Algérie. Tous les éléments, toutes les forces qui sont alliées à l'indépendance pour former ce régime totalitaire, ce régime hégémonique, Boudiaf les a remis en cause dans ses positions. On a entendu, par exemple, on a vu la position de Mohamed Boudiaf par rapport à Jamaïat Ulama al-Muslimin, par exemple. On a vu la position de Mohamed Boudiaf dès qu'il était au pouvoir, il était appelé à présider la cérémonie de remise de la Coupe d'Algérie au stade 19 juin à Oran. Il a ordonné tout de suite à ce que le stade 19 juin d'Oran devienne stade Zabana. Il ne voulait pas entendre parler du stade 19 juin. Donc c'est un plan qui est venu tout de suite remettre en cause les fondements du système. Et c'est là que le système devait se débarrasser de lui le plus tôt possible. Donc il a été convaincu de venir pour sauver l'Algérie, mais malheureusement, on s'est débarrassé de lui. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Très bien. Lui qui a dit que dans son livre Où va l'Algérie, est-ce que vous pensez que on a avancé en termes de liberté, de démocratie quand le nouveau régime nous parle d'une nouvelle Algérie et de la politique du fait accompli? Non, bon, l'Algérie nouvelle, elle est là. L'Algérie nouvelle, c'est le mouvement populaire. Ce n'est pas le pouvoir en place. La nouvelle Algérie, c'est cette jeunesse qui a décidé de prendre son destin en main. C'est ça l'Algérie nouvelle. Et personne ne peut arrêter cette jeunesse, cette volonté de prendre son destin en main. Personne ne peut arrêter cette marche. Même si on peut la retarder, on peut lui mettre des bateaux dans les roues, on peut mettre des gens en prison. Mais arrêter la marche d'un peuple, c'est pratiquement impossible. L'essentiel pour cette jeunesse, donc pour ce peuple, maintenant, c'est de maintenir ce caractère pacifique, le caractère pacifique de ce mouvement. Sinon, ça peut déboucher sur une impasse qui peut durer des décennies. On peut on peut perdre l'État algérien pour des décennies. À part cela, rien ne pourra empêcher donc la révolution populaire d'aboutir. Pour ce qui est du pouvoir, nous sommes à la fin d'un cycle, à la fin d'une année. On n'est pas au début d'une Algérie nouvelle. Quand on voit un gouvernement incapable de décider si la bavette est nécessaire dans le véhicule ou pas, ce n'est pas un gouvernement ni un régime qui peut apporter des solutions pour le moindre problème dans le pays. Très bien. Est-ce que vous avez parlé bien sûr de Silmiya, de la Silmiya de cette révolution, mais aussi de l'unité. Beaucoup parlent en ce moment qu'il y a une contre-révolution et que bien sûr il y a eu des tentatives de contre-révolution pour essayer de casser l'unité de cette révolution. Comment vous voyez cette question, Mohamed Iwanouran?
À mon avis, il faut faire la différence entre l'unité et l'unanimisme politique. Et il ne faut pas le débat aujourd'hui est indispensable. Nous n'avons pas eu de débat, on n'a jamais eu de vrai débat en Algérie. Il faut amorcer ce vrai débat et poser les vraies questions sur la table, sans aucune restriction. Maintenant, celui qui conçoit le Hirak comme un parti unique, qui va reprendre le pouvoir à la place du parti unique qui nous a gouverné depuis 60 ans à ce jour, là, il se trompe dessus. Mais je pense que les Algériens ont compris que le Hirak, ce n'est pas un parti unique. Bien au contraire. C'est ça, voilà. Donc il faut avancer dans le débat, il faut laisser les gens s'exprimer. La démocratie, c'est d'abord la protection des groupes minoritaires, que ce soit les groupes sociaux, des groupes politiques. C'est toutes ces minorités-là qu'il faut, les droits de ces minorités-là qu'il faut respecter. Il faut les laisser s'exprimer. Si à chaque fois quelqu'un s'exprime et on lui dit toi tu ne représentes pas la société algérienne, on n'en finira pas. On ne changera pas le régime, on va reconduire le régime. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Ouanouran. Je vais aller à Adel Djebbar. Adel Djebbar, je vais revenir à vous. Beaucoup de sacrifices ont été faits pendant, bien sûr, la Révolution et après la Révolution, l'indépendance de l'Algérie. Des dizaines de personnalités assassinées. Mais on est en train de vivre un tournant historique. À chaque fois, 60 ans après, presque 60 ans après, Adel Djebbar, la question se pose. On est face à une situation très difficile, une crise politique, une impasse politique, une crise économique, sociale. Pourquoi ce régime ne veut pas écouter son peuple? Le mal originel de l'Algérie est connu. Maintenant, pour rebondir sur ce que vous disiez et pour faire jonction avec la situation présente. Laissez-moi vous dire que le président Boudiaf, quand il a été sollicité par les décideurs de l'époque, il était venu avec dans la tête et dans l'esprit de se sacrifier pour sauver une Algérie en péril. Or, il a remarqué quelques semaines, peut-être 2 mois après, qu'il était là pour sauver un régime, ce qui ne l'enchantait pas du tout. Boudiaf était cerné de toutes parts. Je vous rappelle que le premier discours de Boudiaf adressé aux Algériens n'était pas celui-là. Il a écrit son discours et il a dit « Moi, j'ai horreur qu'on m'écrive mes propres discours ». Et les gens qui l'ont ramené l'ont poussé à coécrire le discours avec lui. C'est pour ça qu'il y a eu de l'aigre doux et du chaud et froid dans son discours. Bon, quand il a pris connaissance de la situation, de l'horrible situation dans laquelle l'État profond a mis ce pays-là, il a voulu se dédouaner, se libérer. Il a compris une chose, c'est que pour sortir de l'état d'emprisonnement dans lequel l'ont mis ces généraux putschistes qui l'ont ramené, il a décidé de s'adresser au peuple algérien pour créer son rassemblement national. Et donc, il faisait un appel à l'union et à l'unité du peuple algérien. Et ça, c'est le plus grand danger que puisse constituer un homme politique pour la junte militaire. C'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Nous voyons depuis une année une révolution colorée, une révolution pacifique, avec des gens merveilleux qui sont en train de réclamer de façon tout à fait non violente leur droit à la dignité, leur droit à la citoyenneté, leur droit civique tout simplement, pour vivre comme n'importe qui chez lui dans son pays. Quand cette union-là est souhaitée par l'ensemble des Algériens, vous avez les services de renseignement, l'ex-DRS, qui sort de son trou comme un loup pour torpiller toutes les tentatives d'union et d'unité nationale. Vous avez vu les tentatives de division, les campagnes de diabolisation. La toute dernière, on l'a vécu il y a une semaine à Paris, où il y a eu des nervis du système qui sont venus dénoncer des Algériens qui pourtant manifestaient pacifiquement pour réclamer un état de droit, un état civil, une démocratie, une justice, etc., etc.
Maintenant, le pire dans tout ça, c'est que ce régime illégitime et ce pouvoir militaire qui s'est transformé en caste prédatrice, l'armée, on a cessé, on a dépassé le stade pour dire le militaire, le civil prévaut sur le... C'est fini ces histoires-là. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une caste prédatrice qui jouit des biens de la nation pour des intérêts tout à fait personnels et qui fait face et qui fait fi à toutes les revendications du peuple. C'est des gens qui, en 92, prouvaient qu'ils étaient capables de franchir le Rubicon et d'aller tuer des gens. Ils sont dans cette même logique. Pour que les Algériens ne se trompent pas, ce n'est pas une question d'hommes. Les gens qui ont déclenché le putsch de 92 et qui se sont opposés à la première tentative de démocratisation du pays, il y a à boire et à manger dans ce débat-là, ils sont partis. Ils ont été remplacés par d'autres qui sont venus. Mais la matrice du régime est toujours là. L'ADN criminel de la junte militaire est toujours là. Donc ce régime-là, incarné par l'État profond ou les services de sécurité, parce qu'on est tout le temps dans le sécuritaire, sont prêts à dépenser des milliards de dollars pour ne jamais quitter le pouvoir. La dernière des tentatives de diabolisation du Hirak est de dire et de proclamer, de crier que le Hirak est fini. Le Hirak du 22 février est mort le 1er avril. Depuis le 1er avril, c'est-à-dire depuis le moment où l'armée a pris en main de façon tout à fait transparente le pouvoir, ils disent c'est terminé, puisque l'armée, vous avez écouté, elle a appliqué le 102. Donc pour eux, nous sommes dans le déni du droit si nous continuons à manifester et à demander le départ de ce régime-là. Très bien. Restez avec nous, Adel Jabbar. Restez avec nous. Hassan Mouali, je reviens à vous. Hassan Mouali, Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahmou, s'est attaqué au dossier de corruption quand il a découvert, bien sûr, ce qui s'est passé autour donc, des décideurs de ce régime. La décision a été prise de l'éliminer. Pourquoi, quand donc Tebboune est arrivé, on nous parle bien sûr du Nouvelle Algérie, pourquoi on n'essaie pas d'ouvrir ce dossier et de faire la lumière, bien sûr, sur le dossier? Pourquoi? On ne peut pas. Ça fait 6 mois depuis qu'il est là. Abdelmajid Tebboune, déjà, on attend de lui qu'il prenne les premières décisions qui concernent directement le simple citoyen, qui libère d'abord les prisonniers politiques. L'assassinat de Boudiaf, c'est une problématique assez longue, assez compliquée, c'est pas que ce n'est pas le moment, mais il y a quand même des priorités. Il y a des priorités, à savoir que cette histoire de nouvelle Algérie doit être basée sur les libertés, toutes les libertés. Moi, je me réfère toujours au petit discours de Abdelmajid Tebboune quand il a été au soir de son élection le 12 décembre dernier, puis lors de son investiture, il avait dit qu'il irait loin en matière de liberté, toutes les libertés, et qu'il allait prendre en considération toutes les revendications du Hirak populaire, du mouvement populaire. Mais voilà, 6 mois plus tard, on voit malheureusement rien venir. Donc si ils ne sont pas encore capables de prendre des décisions qu'ils ont promises d'ailleurs, enfin je parle du président, donc il a promis, ce qu'il a promis, il ne l'a pas encore fait, et toi tu lui demandes de faire la lumière sur l'assassinat de Boudiaf. Je pense que c'est vraiment un rêve. Il ne faut pas vraiment rêver là-dessus, parce qu'il y a des petites questions très terre-à-terre qui ne sont pas encore réglées. On a même la nouvelle constitution nouvelle constitution, c'est un amendement qui est censé faire l'objet d'un grand débat au sein des partis politiques, de tous les acteurs politiques, économiques et sociaux. On voit comment le processus a été engagé, un petit collège d'experts, les mêmes qui étaient là avec Bouteflika en 2016, ils ont pondu un texte et puis
avec des propositions incroyables, comme cette histoire de vice-président. Donc on a l'impression que c'est le même mode opératoire de la période de Bouteflika et Saklik. C'est le même mode opératoire, les mêmes propositions, et ce qui confirme malheureusement pour moi que c'est le même système, On a juste changé quelques visages pour faire un peu essayer de convaincre les gens qu'il y a un changement, mais en fait c'est un changement dans la continuité, pour reprendre le tristement célèbre slogan de Chedley, ce changement dans la continuité. Et on ne peut pas réclamer la vérité sur l'assassinat de Boudiaf en 2020 à un régime pareil. Qui, la majorité de ces dirigeants, de ceux qui le portent, étaient là déjà, même du temps de Boudiaf, ils étaient là aux commandes. Donc ils sont partie intégrante du système, ça ne les intéresse pas de faire la lumière. Très bien. Hassan Mouali, quand Mohamed Iwanouran dit dans son analyse que le régime est arrivé à bout de sa fin, est-ce que vous pensez que le régime est arrivé à bout de sa fin? Bien sûr, les générations ont changé. Les Algériens, ils ont des aspirations. La plupart, c'est des jeunes qui voient ce qui se passe ailleurs à travers les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que le régime ne pourra pas continuer à gérer l'Algérie comme il l'a fait ces dernières 60 ans? Alors, dire que le système est fini, moi je ne crois pas trop. C'est vrai que si l'on se penche du point de vue biologique, c'est vrai que ceux qui ont fait la révolution et ceux qui sont nés juste avant la révolution, ils sont au stade d'extinction biologique naturelle. Là, malheureusement, je vais citer un homme politique français, même si on n'est pas d'accord avec ses thèses et tout ça, mais il avait dit, Bernard Kouchner pour ne pas le nommer, il avait dit que les problèmes avec l'Algérie allaient se régler une fois que la génération qui a fait la révolution aura disparu. Alors, à cette époque-là, on lui a tiré dessus, on l'a beaucoup critiqué. Mais il y avait une part de vérité. Il y avait une part de vérité dans ce qu'il dit. Oui, par chauvinisme patriotard, les gens sont dit mais au fond, il n'a pas tout à fait tort. Je ne vais pas dire qu'il vivrait, mais il n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que on se rend compte que la révolution, la glorieuse révolution du peuple et non pas du système, malheureusement profite au système, justement, aux tenants du système. Depuis 62 qu'ils nous bassinent. On dirait que le peuple algérien est il n'existe pas de peuple algérien. Voilà. Ils l'ont mystifié. Ils ont mystifié le peuple algérien. Ils disent pas c'est nous. Alors je me rappelle que l'ex-ministre des Moudjahidines, Mohamed Cherif, ou là comment il s'appelle, il avait dit Zidouna Charseline, c'est un homme là. Vous voyez un peu le type de discours que produisent ces gens-là. C'est-à-dire que c'est comme si cette Algérie, c'est un legs pour eux. Ils vont se jouir de l'usufruit jusqu'à ce que mort s'en suive. Et quand ils quittent le pouvoir, ils vont en France, ils s'installent avec femmes et enfants, et leurs enfants sont embauchés dans des consulats et des ambassades algériennes à l'étranger. Et après, le simple citoyen de Internet ou là de Sebdou ou là de je ne sais quelle localité d'Algérie, il attend que l'eau arrive dans son robinet ou alors le sachet de lait. C'est terrible. Là aussi, si tu me permets, Cheikh Hassan, je vais rappeler aussi la fameuse lettre qu'a envoyée Abdelhamid Bahri à Bouteflika, je crois, en 2011. En 2011, il lui envoie, cher frère Kaloum, c'était dans le siège de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Il lui avait dit, Monsieur le Président, il est temps de prendre en considération les revendications du peuple algérien pour le changement. Sinon, il dit, oui, les Algériens, cette nouvelle jeunesse, mais ils se marquent carrément le dos là, ou mais ils s'arrêtent de la révolution, parce que dans le bizarre. C'était des paroles d'un sage. On connaît Abdelhamid Bahri, c'est une bibliothèque, c'est un grand intellectuel. Il a compris que cette jeunesse, elle a tellement souffert, elle a été tellement infantilisée
que تولي على الثوره ولا la révolution. D'ailleurs, parfois on fait des arrêts de trottoir comme ça, on pose des questions aux jeunes lycéens. C'est quoi le 1er novembre pour toi? Je pense que c'est le 7 juillet, c'est l'indépendance, 1er novembre 54. Est-ce que c'est quand même assez terrible que les lycéens algériens ne connaissent pas l'histoire de leur pays? Pas toute l'histoire, mais y compris la date du déclenchement de la révolution ou alors la date de l'indépendance nationale. Très bien. Et pendant la fête de la victoire, le 19 mars, ils ne savent absolument rien du tout. Vous voyez ce qu'a fait le système éducatif national, par exemple. On a fabriqué des militants et non pas des citoyens. Très bien. Et là, si tu me permets encore une fois un instant, je vais rebondir sur ce qu'a dit mon ami Mohamed Diouanoura tout à l'heure par rapport au Hirak. Par rapport au Hirak. Oui, c'est un mouvement unitaire. C'est un mouvement unitaire, mais il ne faut pas qu'il se transforme effectivement en parti unique. Le Hirak, c'est plusieurs sensibilités. C'est l'Algérie qui a l'Algérie colorée. Très bien. Tout le monde. Il y a de la place pour les islamistes, pour les laïcs, pour les communistes, pour tout le monde. L'Algérie appartient à tous ses enfants sans exclusion. Très bien. Y compris les gens du pouvoir, même au pouvoir, il y a des gens qui sont magnifiques, qui sont porteurs de valeurs, ils et tout ça, mais c'est des gens qui aiment beaucoup leur pays. Donc il ne faut pas exclure, monopoliser le Hirak pour une partie ou une autre. Non, je suis désolé. Nous sommes différents à l'intérieur du Hirak. Très on bien. va défendre pour sauver notre pays. Après, il va y avoir un débat sur toutes les questions sociétales, toutes les questions sur lesquelles nous divergeons. C'est ça la démocratie. Très bien, Hassan. Restez avec moi, Hassan Moual. Il dit, Mohamed Diouanoura, je reviens à vous. Si on peut dire que beaucoup, bien sûr, d'observateurs, surtout dans le monde où ils voient qu'il y a des révolutions, ils disent que la première révolution populaire était en Algérie, les années 90, où il y avait bien sûr des élections. Après, on a mis fin à ces élections. Mais ma question, c'est que ce régime a été secoué plusieurs fois, mais il a toujours trouvé le souffle pour revenir. Qu'est-ce qu'il fait que ce régime arrive à trouver le souffle pour revenir alors que 30 ans après, les Algériens sont sortis avec une révolution, ce qu'on appelle la révolution du sourire, extraordinaire, en force en millions pour demander le changement. Et on parle toujours de ce régime qui est toujours là. Un petit peu de diagnostic à chaque fois. Effectivement, l'Algérie a devancé même la chute du mur de Berlin en 88. La révolution d'octobre 88 a eu lieu avant la chute du mur de Berlin, avant la chute du bloc communiste, du bloc de l'Est. Et ça, c'est dû un petit peu aussi à une élite qui était au pouvoir à l'époque. Il n'y avait pas que la révolution populaire. Il y avait une révolution même au sein du Sérail, même au sein du régime. Bon, c'est la lutte des clans au sein de ce régime-là a fait que le processus démocratique déclenché après octobre 88 s'est arrêté, s'est interrompu. Là, c'est un long débat, mais il ne faut pas aussi avoir peur aujourd'hui, 30 ans après, de dire les choses telles qu'elles sont arrivées. Mais Hassan, Mohamed Diouanoura, quand Hassan Mouali vous dit que je ne suis pas d'accord avec Mohamed Diouanoura quand il dit que le régime est finissant. Pourquoi Hassan Mouali dit ça? Alors que bien sûr, on parle d'une révolution qui est historique, non seulement au niveau algérien, mais au niveau mondial. Plus d'une année, les Algériens n'ont pas arrêté de sortir pour réclamer donc le changement ou le départ de ce système. Mais on a vu, le système a trouvé un souffle pour revenir. Qu'est-ce qu'il fait donc, cette particularité de ce système? Hassan a raison de dire que le système est toujours là. Mais moi, je parle toujours d'une expression de Mohamed Harbi que j'ai interviewé il y a plusieurs années. Il m'a dit, le système, déjà à l'époque, il m'a dit le système a consommé tous ses mythes. Déjà, ça remonte à 10 années de cela. Il m'avait dit, le système a consommé tous ses mythes. Alors aujourd'hui, le système, non seulement il a consommé tous ses mythes,
Maintenant, cette nouvelle génération a récupéré même, est arrivée même à récupérer les symboles de la révolution à son compte. Et trouver dans ces symboles-là, ces symboles de la révolution, une arme contre le régime, à retourner ces symboles contre le régime. Quand on voit les jeunes qui sortent tous les vendredis crier Hna Oulad Amerouj, crier Ali Baouha, etc., ça veut dire que ce régime est fini. Pour moi, à mon avis, ce régime est terminé. Il ne reviendra plus jamais. Maintenant, il s'agit de réussir à construire un nouveau régime. Si on échoue, là, on va reproduire le régime, oui. Mais si on réussit notre révolution, le régime est fini. Ce n'est pas le régime aujourd'hui qui nous empêche de construire une nouvelle génération, un nouveau régime. Ça dépend de notre prédisposition, ça dépend de nos compétences et Est-ce que vous pensez, Mohamed, politique, tout simplement. Est-ce que vous pensez, Mohamed Iwanouran, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Oui. Est-ce que vous pensez que les Algériens ont cette prédisposition à changer ce régime? Est-ce que vous pensez que cette jeunesse qu'on a vu bien sûr plus d'une année sortir et réclamer cette rupture avec le système? C'est un processus lent. La construction d'un nouveau régime ne peut pas se faire du jour au lendemain. Je peux vous dire que la situation en Algérie aujourd'hui, c'est la même situation que la Libye, que la Syrie, sans la guerre civile. Et Dieu merci. Espérons qu'on restera comme ça, on construira un nouveau régime. Pacifiquement, ça peut durer des années pour construire, pour sortir avec une plateforme politique qui peut nous permettre de vivre ensemble en paix. Maintenant, si ça dévie, si ça bascule dans la violence, là, ça sera parti pour des décennies. Peut-être qu'on ne pourra plus jamais reconstruire l'État algérien. Mais est-ce qu'aussi les Algériens sont vaccinés contre cette violence? Parce qu'on a vécu quand même des années dures, des années où il y avait beaucoup de violence. Est-ce que vous pensez aussi que les Algériens connaissent ce risque? Non, on est tous conscients du danger, on est tous conscients de la nécessité donc de rester pacifique et d'éviter de revenir, de tomber dans la violence, que ce soit parce que nous avons vécu le terrorisme des années 90 ou parce que nous avons vu ce qui est devenu la Syrie, l'Irak, la Libye, etc. Donc les leçons sont là, nous avons... Mais rien n'empêche que l'histoire se répétera. Il n'y a pas une leçon, il n'y a pas une règle scientifique qui dit que l'histoire ne se répète pas, au contraire. L'histoire a l'habitude de se répéter. Si on n'arrive pas à trouver des solutions au moment qu'il faut, la nature a horreur du vide. Il y aura d'autres pouvoirs qui vont s'installer automatiquement avec le temps, des pouvoirs locaux, des pouvoirs c'est-à-dire des pouvoirs non conventionnels qui vont s'installer au fur et à mesure, qui vont imposer leurs lois par la force par ensuite. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Iwanouran. Adel Djebbar, je reviens à vous. Adel Djebbar, si on essaye de comprendre un peu aussi la situation que vit notre pays, certes que la volonté populaire pour un vrai changement, elle est là. Mais aussi cette manœuvre du régime qui essaye de se reconstruire, de se donner donc cette continuité dans le régime, comme l'a dit Hassan Mouali, elle est là aussi. On peut pas dire que le régime il est finissant quand on voit que Tebboune est là, le gouvernement de Tebboune est là, et que pour lui les choses fonctionnent le plus normalement possible. Comment peut-on faire évoluer les choses, surtout du côté du peuple? Ben écoute, je vais juste te donner une image pour qu'on puisse comprendre la complexité de la situation. C'est comme un déménagement, quelqu'un qui sort d'un logement et puis ce logement-là va être loué par quelqu'un d'autre. Il faut donner le temps, préparer et aider le sortant à ramasser ces affaires-là pour ne pas se les accaparer. Ben non, pour que notre révolution réussisse, il faudrait une chose très importante. Une révolution, c'est un peuple. Un peuple, c'est la dynamique de sa société civile. N'oublions pas que ça fait 58 ans
que nous sommes en état de sidération par un pouvoir militaire, dictatorial, totalitaire, à la limite du fascisme, qui a mis une bavette sur la bouche de tous les Algériens et il ne les a autorisés à parler qu'à partir de 89. Comme nous étions privés de parole pendant pratiquement 40 ans, nous avons commencé à parler, mais on ne parlait pas, on aboyait. Et puis ils nous ont tout de suite dit la récréation démocratique qui a duré 18 mois est finie, nous revenons à la charge. La société civile, c'est elle qui va bâtir un pays avec des partis politiques. Malheureusement, nous remarquons que la majorité des partis politiques sont la création du système lui-même ou de l'État profond lui-même. A-t-on vu un parti politique d'opposition les premiers temps, parce que c'était l'euphorie, c'était le carnaval, c'était le folklore, c'était dans l'air du temps. L'actuel président de l'Assemblée nationale était même en foulard autour du cou, et puis lui aussi il était dans le truc, les gens du RND, du FNL, etc. Mais aujourd'hui on voit un système qui est en train de se recomposer, un régime qui est en train de revenir parce qu'il ne connaît que ça, il ne sait faire que ça. Aujourd'hui il y a de grosses forces en présence et c'est pour la première fois, et Dieu merci. Mais comment il arrive à trouver donc le souffle, Adel Djebbar, ce régime, lui qui a été bien sûr secoué plusieurs fois. Mais n'oubliez pas une chose, ce régime-là est naturellement un régime militaire qui détient le monopole des armes. Il a les coffres de l'État entre ses mains, il a les puits de pétrole et il a les appuis étrangers. Le régime militaire a toujours fait don de certains privilèges algériens pour recevoir les appuis étrangers. Nous avons bien vu comment Ben Saleh était parti se mettre à genoux devant Poutine, comment Tebboune traite avec Macron, comment et donc ils sont là, ils seront en train de négocier leur survie. Je vous dis Dieu merci. La situation a fondamentalement changé. Pour paraphraser ce que disait M. Mouel à propos du marhoum Abdelhamid Mahdi, Allah yarhamou. Il disait à l'époque à ces gens-là, il vaut mieux discuter avec nous. Tant parce que nous incarnons la sagesse, nous incarnons le savoir-faire. Parce qu'il arrivera un temps où vous allez supplier pour trouver des gens qui, pour vous écouter, il n'y en aura pas. Avec qui négocier, il n'y en aura pas. Nous sommes dans cette situation-là. Aujourd'hui, le peuple, comme disait notre ami, s'est réapproprié tous les symboles de la révolution. La première fois en Algérie que les Algériens fêtent dans la joie et l'allégresse le 1er novembre en tournant le dos aux gens qui étaient dans le mess de Blimsous en train de se taper du mchoui. Le 5 juillet, ils ont sorti Ali Lapointe, Hassib Abou Ali, Amirouche, les martyrs, on a sorti le portrait de Abban Ramdan, etc. Et tous les martyrs qui ont été exécutés par la dictature militaire. Donc, comme le disait notre ami, le processus, c'est un processus de décolonisation. Il est lent, il prendra le temps qu'il faut. Cette révolution-là n'est pas un contrat à durée déterminée. Je le répète encore, ce n'est pas écrit dans le ciel que ça prend 12 mois ou 15 mois ou 18 mois. C'est un processus lent. Que ceux qui s'engagent dans des agendas et dans des calendriers et dans de l'arithmétique, ils ont toutes leurs lectures sont fausses. C'est une révolution. Ce Hirak-là, c'est l'unité du peuple retrouvée pour la première fois depuis 62. On a vu avec le drapeau amazigh, on a vu avec la diabolisation de la Kabylie, on a vu avec le terrorisme qu'ils ont pratiqué sur des citoyens qui écrivaient juste un post sur Facebook, etc. Mais toutes leurs tentatives ont échoué au point où ils ont créé une agence. Ils ont fait le rappel d'un ancien colonel du DRS qui a lâché ses mules et ses nervis et ses mercenaires à la traque pour déstabiliser. Maintenant, le seul danger, et c'est là où je ne rejoins peut-être pas la lecture de mes deux amis, c'est quand ils disent les hirakistes ou les Algériens ou le peuple algérien n'a jamais fait cas de division. Nous n'avons jamais fait de différence entre le Qabaïl Chaoui al-Arab ou l'Ashab Togoult.
Ça, c'est les manipulations du pouvoir qui sont en train de dire il y a une frange du peuple algérien qui veut s'accaparer, qui veut monopoliser, qui veut être le porte-drapeau de la révolution. Ce n'est pas du tout vrai. Tous les Algériens sont égaux dans l'union et dans l'unité. Très bien. Restez avec nous, Adel Djebbar. Restez avec nous, je reviendrai à vous. Je donne la parole à Hassan Mouali. Hassan Mouali, Adel Djebbar dit que cette révolution n'est pas un contrat à durée déterminée, c'est un long processus, mais aussi de l'autre côté, il y a urgence. Hassan Mouali, cette urgence, elle est politique, elle est économique, elle est sociale. Alors oui, je le rejoins totalement que ceux qui s'inscrivent dans un agenda à court ou moyen terme pour se dire que dans 6 mois, le Hirak va prendre le pouvoir, ils se mettent le doigt dans l'œil, tout simplement. La révolution, par définition, c'est un long combat. Il faut avoir le souffle long, il faut résister, recevoir des coups, mais ne pas casser, rentrer, mais ne pas casser. Donc, c'est vrai que déjà, le fait que Tebboune soit élu le 12 décembre dernier est une petite défaite pour le Hirak, parce que, si vous vous souvenez très bien, l'un des slogans les plus forts du Hirak, c'était « Makash intikhabat ma'al Isabat », et finalement, il y a eu intikhabat ma'al Isabat, ou même des anciens Gaoula. Donc voilà, mais il faut supporter, il faut résister. C'est ça comment dirais-je, le carburant d'une révolution. Ceux qui veulent combattre, il ne faut pas qu'ils perdent patience, il ne faut pas confondre entre vitesse et précipitation. Il faut aller doucement, il faut structurer le mouvement, lui donner un cap, lui donner un projet alternatif, parce que tout à l'heure j'ai dit que le système il a encore de beaux restes. Enfin, le bon c'est entre guillemets, de mauvais restes en fait, parce qu'on veut absolument nous débarrasser de ce système, mais il lui reste encore. Pourquoi il reste encore à Assad? Parce qu'il recrute aussi parmi la jeunesse. Il faut bien se rendre à l'évidence que le système, la majorité des piliers de ce système, c'est la gérontocratie qui nous gouverne, c'est des gens qui ont plus de 70 ans pratiquement, mais ils ont pu quand même, ils sont malins, ils ne sont pas intelligents, ils sont malins. Ils recrutent parmi la jeunesse. Quand vous voyez des jeunes qui rejoignent tous les postes ministériels, il y a même un jeune ministre qui a, je crois, 27 ou 28 ans. Quand vous prenez un gars comme Belkacem Sahli, il n'a même pas 40 ans, mais c'est une figure incroyable du système. Il est pire que les gens du système eux-mêmes. Donc, vous verrez, quand il avait beaucoup d'argent, il a soudoyé beaucoup de monde, il a compromis. La compromission. Ils leur donnent de l'argent et ils deviennent des obligés du système. Et je pense qu'il y a quand même un bon bataillon parmi ces gens-là, des gens qui ont lâché le peuple, qui ont lâché leur peuple pour gagner de l'argent, pour gagner des situations, des postes et tout ça. Donc c'est ce qui fait que ce système, il nous présente ces gens-là comme étant une preuve que l'Algérie est en train de changer. Nordin Morsli, récemment, voilà, جابوا هذيك طفلة واسمها رشيد وكذلك رجعوها ministre, هذيك تاع ministre de la culture aussi, elle était une professeure رجعوها ministre et tout ça. Islam Ben Atiyah هذاك, ils essaient de le récupérer pour casser le Hirak. Il est monopolisé par un clan, par les franco-berbéristes ou je ne sais pas quoi. Il y a mille et une façons que le système utilise pour casser le mouvement, pour dire que nous sommes en train de changer la preuve. C'est un jeune, il a 30 ans, c'est une universitaire, voilà. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que ceux qui détiennent la décision, c'est des gens c'est des septuagénaires et parfois des octogénaires. D'accord? C'est vrai, comme l'a souligné l'intervenant du Canada, c'est vrai que le système ne se réduit pas à Abdelmadjid Tebboune. Il y a les militaires qui comptent beaucoup. C'est eux le nerf de la guerre dans ce pays. La réalité du pouvoir, c'est eux. Parce que on a toujours dit que avant que c'était le général Toufek, et tout ça. Voilà, le général Toufek n'est plus là. Depuis, il est en prison. Depuis 5 ans, il est hors circuit, mais le système reste lui-même. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes. Le système, c'est une nébuleuse. C'est un réseau d'intérêt, c'est un réseau qui a ses tentacules dans toutes les structures de l'État, dans tous les rôles de l'État, et il recrute au fur et à mesure
par le réseau de clientèle, des gens, ils soudoient, ils donnent de l'argent, ils donnent des contrats, et c'est comme ça qu'ils ramènent des gens de la nouvelle génération. Mais ça lui permet de rester, parce qu'il présente ça comme une façade démocratique, une façade moderniste, soi-disant, du système, et l'objectif, c'est de garder encore le pouvoir. C'est pour ça que le Hirak, le mouvement populaire, doit rester patient. Il ne doit pas perdre, comment dirais-je, il ne doit pas se précipiter, parce que c'est un combat lent. Le plus important, c'est de faire aboutir ce combat, mais il ne faut pas se dire que ça doit se faire ici et maintenant. Non, il faut avoir le souffle lent. Les élections législatives, les élections présidentielles, c'est pas ça parce que le calendrier politico-électoral importe peu. Quand on a l'ambition de changer le système, de donner naissance à une nouvelle Algérie, la vraie nouvelle Algérie, c'est pas celle des slogans, la vraie nouvelle Algérie, il faut faire un travail de profondeur dans la société. Il faut conscientiser, mobiliser le peuple algérien, le faire adhérer à cet idéal, à ce projet magnifique qui est celui de réunir les Algériens autour d'un seul mot d'ordre, une Algérie belle et rebelle qui veut un changement avec de nouveaux âmes, de nouvelles institutions, dans la liberté et la démocratie et dans la différence, le respect des différences. Mais actuellement, ce que le système est en train de faire, c'est d'essayer de casser la dynamique populaire à travers ce qu'on appelle ce néologisme de d'ici, je ne sais pas quoi, d'ici novembre. C'est comme si on débarque de Neptune ou là, je sais quelle planète. Alors que si on doit discuter de Baptiste, lui-même, il était assimilationniste. Très bien, Hassan. J'ai beaucoup aimé la métaphore avec Neptune. Hassan, restez avec nous. Mohamed Iwanouran, je reviens à vous. Hassan dit qu'il faut être patient, il faut que la révolution soit patiente, il faut que les Algériens soient patients s'ils veulent arriver à une vraie rupture avec ce système. Mais aussi, il y a une réalité, Mohamed Iwanouran, il y a une réalité économique, il y a une situation de crise qui est très difficile à surmonter. Est-ce que vous pensez que les Algériens pourront avoir une approche juste par rapport à ces contradictions? Mais c'est là où le génie populaire algérien doit s'exprimer. La situation actuelle est très très dangereuse. Nous avons une crise de légitimité politique et nous avons une crise économique qui s'accentue de plus en plus avec ces retombées sur les couches les plus défavorisées. C'est toujours les faibles, les pauvres qui payent en Algérie, avec ou sans argent. Toujours les pauvres restent dans la malvie, quoi. Quand les caisses de l'État étaient pleines, c'est une caisse qui en profitait. C'est toujours la clientèle du pouvoir qui en profitait avec des projets, avec des sociétés, avec tous les moyens de distribution de la rente que le pouvoir a l'habitude d'utiliser, de gérer, avec lesquels le pouvoir gère la société algérienne. Aujourd'hui, avec cette crise économique, tous ces instruments ne fonctionneront plus à l'avenir. C'est une chance à la fois pour la société algérienne de réinventer le système politique, de réinventer tous les mécanismes de gestion de la société, que ce soit au niveau politique, au niveau artistique, sportif, économique, etc. Mais si l'Algérien ne se montre pas patient et constructif, là, je reviens toujours c'est-à-dire, on restera le danger de la dérive vers l'anarchie, de basculement dans la violence qui va être très, très dangereuse pour l'avenir du pays. Très bien. Merci Mohamed Iwanouran. Je reviens à vous, Adel Djebbar, après je donnerai le mot de la fin à Hassan Mouali. Adel Djebbar,
Comment vous voyez les choses? Il y a cette crainte qui a été exprimée bien sûr par Mohamed Iwanouran d'aller donc à une violence peut-être qui sera provoquée par ce régime. Mais est-ce que vous pensez que les Algériens sont assez conscients et matures de ces défis qui les attendent, surtout de cette situation politique et surtout aussi du défi de la situation économique? Est-ce qu'ils auront le souffle pour aller au bout de cet idéal qu'ils veulent atteindre? Le peuple algérien n'a absolument aucun autre choix que de se libérer de cette dictature, de reprendre son pays en main. Un de vos intervenants hier disait qu'il fallait sauver le bateau Algérie, qui est en pleine tempête. Je le reprends pour vous dire, le bateau algérien est en train de tanguer aujourd'hui. Nous sommes des passagers passifs à l'intérieur de ce bateau. Si nous voulons le changer, il faudrait faire débarquer immédiatement le commandement du navire, donc les marins et le rat qui sont avec eux, et prendre nous-mêmes le contrôle de ce bateau de la manière la moins violente ou pas violente du tout. Ce qui pousse aujourd'hui au pourrissement et à la violence, ce n'est pas le peuple algérien. Le peuple algérien a acquis une immense maturité, il a fait ses devoirs depuis 92 et il a compris qu'une goutte de sang peut emmener un océan de sang. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est ce que j'ai vu sur un écran d'ordinateur à Paris dimanche dernier, où il y a eu des nervis du système qui sont 3 ou 4 qui sont venus provoquer les Algériens. Et les gens qui manifestaient du Hirak n'ont pas réagi du tout. Ils ont super bien géré la situation. Ça prouve le degré de maturité. Nous avons toujours été qualifiés de gens qui ont le sang chaud, qui sont réactifs et qui succombent à l'émotion tout de suite et qui réagissent parfois violemment. Je suis, moi, agréablement surpris par la retenue de nos jeunes, de nos frères et de nos sœurs aussi, qui ont appris à gérer la situation de façon tout à fait non violente. Maintenant, les questions économiques, nous sommes en train de les subir. Ce pouvoir-là, ce régime et ce pouvoir sont des pouvoirs criminels. Ils s'en foutent royalement du peuple algérien. Ils sont prêts à dépenser des millions de dollars, comme ils l'ont fait pour sauver leur peau, pour recruter des mercenaires. Et je vous dis, pour reprendre notre ami Mouali, ils sont en train de recruter des gens, ils ne sont pas nombreux. Même s'ils sont nombreux à avoir raison, ils n'auront que tort devant le peuple algérien. Très bien, merci. Ils ne pourront rien faire. Merci Adel Djebbar. Le dernier mot... Merci Adel Djebbar. Le dernier mot à vous, Hassan Mouali. Les Algériens n'ont pas de choix, mais de continuer dans leur dynamique, bien sûr avec deux atouts, l'unité et leur silmia. Comment vous voyez les choses, Hassan Mouali, très rapidement? Alors oui, bien sûr, absolument. Le pacifisme doit être notre deuxième religion. L'unité et le pacifisme, il ne faut jamais, absolument jamais céder à la violence. Même si le pouvoir utilise de la violence, toute forme de violence, les emprisonnements, les arrestations et tout ça, il ne faut pas répondre par la violence parce que c'est très mauvais, parce que le projet national, c'est un projet noble, c'est sauver le pays, sauver l'Algérie et lui donner un cap. Parce que c'est un très beau pays, on ne le dit pas comme ça par coquetterie intellectuelle, c'est un très beau pays qui mérite un autre destin, un destin magnifique, un destin d'un grand pays, un vrai pays pivot de la région, de Chérif les discours. Donc nous, en tant qu'Algériens, en tant qu'élément de cet immense mouvement national, nous devons être patients, nous devons faire preuve de lucidité, de ne pas céder à la violence et d'exprimer nos idées sereinement, de construire dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos cités, pour aboutir à ce projet. Encore une fois, un projet pour l'Algérie. Ce n'est pas pour le Hirak, mais pour l'Algérie. Donc il faut être patient, il faut rester comme ça. Mais merci.
Hassan Mouali, merci à vous. Yatek Saha, Hassan Mouali qui était avec nous, journaliste. Merci à Adel Djebbar, analyste politique depuis le Canada via Skype. Merci aussi à Mohamed Iwanouran, journaliste qui était avec nous depuis Alger. On s'excuse, on n'a pas pu avoir Mohamed Khendar, qui était cadre du RCD, qui devait donc être avec nous dans cette émission, mais on n'a pas pu le joindre. Yatekoum Saha, je vous dis à demain, Inch'Allah. Bqaw ala khair.